Quelque chose qui pourrait relier à la fois le conflit en Ukraine et celui au Moyen-Orient, c'est le cas de l'Inde. Ce que nous avons récemment appris des dossiers Epstein, c'est qu'Epstein a conseillé au Qatar, au gouvernement du Qatar, de chanter et danser pour Israël comme l'Inde, afin d'obtenir l'approbation de l'administration Trump. Il parlait du blocus de 2017. Alors, où en est l'Inde aujourd'hui? Et comment voyez-vous le calcul du gouvernement indien vis-à-vis de l'Iran et de la Russie? Car l'Inde, après tout, fait partie des BRICS et joue un rôle important dans le calcul global, tant du côté iranien que du côté russe. C'est une question très importante et un moment très important, Nima. Merci de l'avoir soulevée. Demain, mercredi, le Premier ministre Modi sera en Israël et s'adressera au Parlement israélien, la Knesset. C'est un changement majeur, vraiment majeur de la part de l'Inde, si l'on tient compte du fait que le Premier ministre Netanyahou s'était vu refuser une visite en Inde en décembre dernier. Cette visite avait d'abord été reportée, puis annulée. C'est un tournant très important, et nous aborderons les luttes internes entre factions indiennes qui ont conduit, à mon avis, à ce résultat très triste. Pourquoi est-ce triste? D'abord, cela signifie la fin des BRICS. Cela signifie la fin des BRICS parce que l'Inde ne peut désormais plus être considérée comme digne de confiance par les autres puissances des BRICS, ni par le Sud global. L'Inde montre qu'elle ne fait pas confiance à la Russie. Chacun d'eux ne fait pas confiance à la Chine. Chacun soupçonne désormais l'autre. L'Inde envers la Chine envers l'Inde, et l'Inde et la Russie l'une envers l'autre. Chacun soupçonne les autres de conclure leur propre paix séparée avec Trump. Et comme nous l'avons dit la semaine dernière, il existe une faction, la faction Kirill Dmitriev à Moscou, qui veut conclure cet accord avec les États-Unis, se redollariser et revenir au modèle unipolaire des relations économiques internationales et de la dépendance envers les États-Unis. C'est ce qu'une faction en Russie souhaite. Lorsque Modi se rendra en Israël demain et annoncera cela, qu'a-t-il dit? Je regarde simplement son tweet en réponse à l'annonce de la visite par Netanyahou. Notre amitié, l'amitié durable d'Israël, repose sur la confiance, l'innovation et un engagement commun pour la paix et le progrès. La confiance, impossible d'en parler. Si c'est ainsi que M. Modi considère les Israéliens, parce qu'ils sont prêts à le complimenter en tant que puissance mondiale montante, alors qui peut faire confiance à l'Inde? Nous nous trouvons donc dans une situation très triste aujourd'hui en ce qui concerne les BRICS, la multipolarité et les États-Unis. Revenons à votre question. Qui, en Inde, au sein du gouvernement indien, pense qu'en concluant cet accord avec Israël, qui comprendra entre 8 et 9 milliards de dollars d'achat de matériel de défense, faisant d'Israël le deuxième fournisseur militaire de l'Inde, après la France. Ils pourront obtenir un meilleur accord avec Trump en flattant le lobby juif à Washington et l'entourage de Trump, afin de consolider les principales relations commerciales de l'Inde et de protéger son commerce extérieur, son immigration, et ainsi de suite. Qui pense cela? Eh bien, le ministre des Affaires étrangères, Jaishankar, le pense. Son fils, Dhruva, est un acteur important d'un groupe de réflexion pro-Trump à Washington. C'est un peu inhabituel qu'un ministre des Affaires étrangères et son fils travaillant non pas comme un cheval de Troie, mais à l'inverse à Washington. D'après ce que j'ai compris de mes sources indiennes, Jaishankar est en disgrâce depuis plusieurs mois. On m'a dit que le Premier ministre aimerait remplacer Jaishankar, mais qu'il ne trouve pas d'alternative. Mes sources en Inde estiment que Jaishankar a désormais réalisé un gain tactique important en réussissant cette visite en Israël.
D'autres diront qu'il s'agit d'un piège majeur tendu aux Indiens par les Israéliens et les Américains, combinant la présence de Jai Shankar au sein du gouvernement, les oligarques indiens fortement investis dans l'industrie de la défense, et une opinion populaire sous-jacente, selon laquelle Israël soutient les guerres de l'Inde contre le Pakistan et ses autres ennemis. Se présenter à la Knesset, alors qu'Israël est sur le point d'attaquer l'Iran, est une démonstration très sérieuse, non pas de l'équilibre que la politique et la stratégie indienne ont toujours maintenu entre le monde arabe, l'Iran et le soi-disant monde juif, qui inclut les États-Unis. Il n'y a plus d'équilibre ici. C'est une inclinaison, et une inclinaison très destructrice. Cela fait suite à l'autre piège dans lequel M. Modi est tombé lorsque Tahnoun Ben Zayed, TBZ, le dirigeant influent, frère de MBZ, le cheikh qui contrôle les Émirats arabes unis, était impliqué. Mohammed Ben Zayed, oui. Tahnoun est le frère de Mohammed, et c'est lui la principale force motrice, potentiellement le successeur si Mohammed tombe malade ou meurt. Et Tahnoun a piégé les Indiens en les poussant à prendre parti dans la politique péninsulaire pour les Émirats arabes unis contre l'Arabie saoudite. Or, sachant que l'Inde dépend actuellement davantage des importations de pétrole arabe qu'elle ne l'a fait depuis de nombreuses années. Je cherche juste mes chiffres sur le pétrole. Quels sont-ils? Environ 88,6% du pétrole de l'Inde est importé de l'étranger, et sur ce total, 45% proviennent des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Comment pouvez-vous, dans une politique équilibrée dont dépend votre économie, faire un tel choix? C'était un piège. Mahmoud est tombé dedans, à mon avis, et je ne suis pas le seul à le penser. À Delhi, qui pense cela. Aller en Israël était un piège tendu par les États-Unis et Israël, et Modi y est tombé. Que peut-on dire de plus? C'est ce qui crée la confusion à Delhi et dans la politique indienne aujourd'hui. La confusion des Indiens, car ils doivent sans cesse mener des guerres contre des ennemis hostiles à l'ouest, au nord, à l'est et au sud. C'est un problème très sérieux pour n'importe quel pays. Et l'Inde y fait face, et y fait face avec compétence. Ce qui se passe, c'est une confusion au sein de la pensée indienne au plus haut niveau, entre les nécessités opérationnelles de défense de l'Inde, la diversification de ses sources d'importation dont elle dépend, et ses besoins en matière de défense et de capacité militaire. Il y a une confusion entre cette nécessité opérationnelle qui a rendu Israël important pendant de nombreuses années et les exigences stratégiques liées à la croissance à long terme de l'Inde et à son expansion majeure dans le monde en tant que puissance potentielle. Lorsque l'on confond nécessité opérationnelle et valeur stratégique, et que l'on ne comprend pas que le génocide israélien à Gaza change complètement la manière de distinguer entre nécessité opérationnelle et nécessité stratégique, on a perdu le fil politique. Oui. John, tu as mentionné la situation avec l'Iran. Comment vois-tu l'administration Trump? Parce que nous avons eu Steve Witkoff dans son interview qui disait que les Iraniens ne plient pas, ils ne capitulent pas. Quelle est ta compréhension? Quelle est ton opinion sur ce qui se passe en ce moment entre l'Iran et les États-Unis? Nous avons déjà essayé cette formule. C'est l'argent. Ce sont les votes. C'est le pouvoir. Essayons encore une fois. D'un côté, voyons où se trouve l'argent. En ce moment même, et malgré certains de vos podcasteurs qui vous disent que la CIA les a prévenus qu'une attaque se prépare, tout cela fait partie du jeu de pression contre l'Iran. Mon point de vue est le suivant, et je ne fais que le rapporter. Je n'ai pas d'opinion plus forte que cela. Les signaux financiers indiquent que, ces 3 derniers jours, en regardant les indicateurs du prix du pétrole brut West Texas Intermediate et du Brent,
le prix futur du pétrole est de nouveau en baisse. Pas beaucoup, mais l'ascension, la hausse du prix futur du pétrole doit se poursuivre si le marché, qui investit massivement dans l'argent, les pétroliers, et ainsi de suite, croit que le détroit d'Ormuz restera ouvert. Alors, pourquoi le détroit d'Ormuz restera-t-il ouvert? Parce que l'Iran le maintiendra ouvert. Et pourquoi l'Iran le maintiendra-t-il ouvert? Parce qu'il s'attend, les Iraniens s'attendent, à patienter jusqu'à ce que l'armada doive repartir. Donc, concrètement, les marchés disent qu'il n'y aura pas de guerre. Ils n'ont pas dit que l'Iran a gagné, car il n'existe aucun moyen d'investir de l'argent dans un tel scénario, même si ce sera l'issue stratégique. Que disent les votes? Eh bien, je regarde mon sondage sur l'approbation du président, et il montre que la cote de popularité du président Trump se dégrade régulièrement d'1 ou 2 points de pourcentage chaque semaine. Mais elle se dégrade bel et bien. Maintenant, quand on est aussi triomphant qu'il le prétend, alors que nous entrons dans la saison des déplacements à partir de mai, le printemps arrivant bientôt, puis la campagne électorale, si votre taux d'approbation baisse, vous commencez à être très nerveux à la Maison-Blanche. En ce moment, le taux d'approbation que je vois pour Trump est de 42,7. C'est une moyenne de tous les sondages actuels. Le taux de désapprobation est de 55,8. L'écart négatif est de 13,1, soit une fraction de point de pourcentage de plus que la dernière fois que nous avons vérifié. Son taux d'approbation concernant la maîtrise de l'inflation est inférieur d'1 point de pourcentage. La plupart des Américains pensent que l'inflation n'est pas sous le contrôle de Trump et qu'elle va s'aggraver. Son absolution pour la gestion de guerre entre la Russie et l'Ukraine est encore inférieure de 0,7 points de pourcentage. Alors, que disent les électeurs? Les électeurs disent « Nous ne vous faisons pas confiance. Nous ne croyons rien de ce que vous dites. » Mais si vous nous entraînez dans une guerre meurtrière qui provoquera de l'inflation et des pertes humaines, ce sera désastreux pour l'avenir politique à court terme de Trump. Alors, que se passe-t-il à la Maison-Blanche quand cette combinaison se produit? C'est très simple. Nous l'avons vu dans cette fuite publiée dans le Washington Post avant-hier, lorsque le général King, le président des chefs d'état-major interarmés, aurait mis en garde Trump contre une attaque contre l'Iran. C'est assez amusant. Si tout le monde a vu le tweet indiquant que les pénuries de munitions essentielles et le manque de soutien des Alliés augmenteraient considérablement les risques de l'opération pour le personnel américain. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le JCS fait des fuites, que le risque est trop grand. Et la réponse de Trump sur Twitter, je ne vais pas m'attarder dessus, montre qu'il est d'accord. Maintenant, le problème pour ces types, c'est ce que tu viens de dire, ce que Witkoff a dit. Ils ne comprennent pas que notre faiblesse se transforme en force. Ils ne saisissent tout simplement pas cela. Ce sont des gangsters, et ils savent que dans les rues de Manhattan, de Brooklyn ou du Bronx, quand on agite une arme ou qu'on tue quelques personnes ou qu'on leur tire dans les genoux, les gens obéissent. C'est une mentalité de gangster. Mais ils ne comprennent pas que de la faiblesse apparente du côté iranien, est née une force. Et ça, ils ne le comprennent tout simplement pas. Eh bien, les officiers américains, qui sont des hommes intelligents, l'amiral Cooper, Kane Grinkovich, le chef pour l'Europe, ne sont pas des imbéciles. Ce ne sont pas des crétins. Ils ne sont pas sous-formés. Ils disposent de nombreuses informations. Qu'ont-ils compris? Quelque chose que nous disons depuis toujours. Ils ne peuvent pas donner à Trump la certitude qu'il obtiendra une victoire à court terme. Ils voulaient une autre opération marteau de minuit. Un raid de bombardement sans défense sur certaines cibles qu'il avait convenu à l'avance avec l'Iran de pouvoir frapper pour pouvoir rentrer triomphalement chez lui ou cette fois rentrer par la mer. Cette fois, l'Iran a dit non.
non, non, non. Il n'y aura jamais, comme tous vos collègues de podcast en conviennent, de concessions iraniennes sur le programme de missiles. Et croyez-le ou non, comme l'a dit Ted Postol dans cette émission, l'Iran a atteint une dissuasion nucléaire mutuelle contre Israël et les États-Unis en cas d'attaque. Ainsi, les États-Unis doivent soit inventer une arme mystérieuse que personne n'a jamais entendue ni vue déployer auparavant, quelque chose qui combinerait d'une manière ou d'une autre la décapitation du régime et la destruction de toutes les capacités de défense antimissiles alliées de l'Iran. Soit ils trouvent de la magie, soit ils doivent trouver un moyen de battre en retraite. En même temps, nous assistons à la désintégration de l'armada. Je recommande à tout le monde, je viens moi-même de le faire, de lire l'histoire de l'armada espagnole, la plus grande armada jamais déployée, qui a échoué à envahir l'Angleterre pour une combinaison de raisons liées à la gestion, à la technique et à la météo. Mais alors, que savons-nous? Le plus grand porte-avions de la marine américaine, le Gerald Ford, est toujours à la baie de Souda en Crète parce qu'il ne peut pas fonctionner. Ses toilettes ne marchent pas. Je pense que tous les tweets et les articles de presse à ce sujet sont au moins partiellement vrais, suffisamment vrais pour montrer que lorsqu'on a un problème d'égout à bord d'un navire, on se retrouve avec un problème de maladie vieux de plusieurs siècles. Et on ne peut pas envoyer un porte-avions sur un champ de bataille avec un tel risque sanitaire. Si le Gerald Ford est toujours à Souda, il ne peut pas être opérationnel. Qu'est-ce que cela te dit sur la belle armada, pour reprendre le terme de Trump? Faisons le compte. Les balles, les toilettes ne fonctionnent pas. Le Ford est bloqué à Souda. Il n'est pas opérationnel. L'armada doit bientôt se retirer. Elle ne peut pas simplement rester là. Et les gardiens de la révolution le savent. L'état-major iranien le sait. Et les Israéliens sont coincés avec ça. Deuxièmement, que disent les votes? Aucune confiance en Trump pour faire la guerre. Aucun avantage s'il attaquait l'Iran. Aucun sursaut de victoire. Aucun ralliement autour du drapeau. Donc, pas de vote. L'argent? L'argent dit que c'est fini. Nous allons investir dans la poursuite du commerce pétrolier. L'argent, les votes et les balles disent tous que cette manœuvre particulière de Trump a échoué. John, comment vois-tu la coopération entre l'Iran, la Russie et la Chine? Parce que lorsqu'il s'agit d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis, on peut constater, après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, que nous avons appris qui allait soutenir la Russie pendant le conflit. Cela fait plus de 4 ans que la guerre en Ukraine dure. Hier en était l'anniversaire. Mais au fil du temps, nous avons compris qui allait se ranger derrière la Russie et la soutenir pendant le conflit. Au fil du temps, nous avons vu l'Iran et la Chine se rapprocher de la Russie et lui apporter davantage de soutien. Oui, exactement. Est-ce que nous voyons quelque chose de similaire se produire avec l'Iran aujourd'hui? Parce qu'une guerre avec l'Iran serait, à mon avis, extrêmement importante pour l'ensemble du concept des BRICS, ainsi que pour la sécurité énergétique de la Chine et de la Russie, compte tenu des changements en cours au Moyen-Orient. Comment voyez-vous la coopération entre ces pays, la Russie, la Chine et l'Iran? Comme Marisla. La pétition est donc Marisporin Thembuthain. Oui. Si l'état-major général évalue qui nous a soutenus quand nous en avions besoin, il n'y en a que 3. L'Iran, la Chine et la Corée du Nord. C'est tout? Pardonnez-moi si j'ai oublié quelqu'un. Ai-je oublié quelqu'un? En ce qui concerne la guerre des drones, l'Iran a joué un rôle très important.
En ce qui concerne la main-d'œuvre pour la catastrophe de Koursk, eh bien, la catastrophe de Koursk du côté russe s'est transformée en une leçon longue et sanglante. Les Nord-Coréens ont joué un rôle qu'ils n'étaient pas obligés de jouer, mais ils l'ont fait volontairement. Quant au soutien chinois, il est surtout secret, un soutien matériel, mais l'appui à l'économie russe et au commerce russe est bien réel. Maintenant, permettez-moi de le dire, ce sont des partenariats stratégiques majeurs, vraiment majeurs. Entre parenthèses, et très tristement, il faut reconnaître que si M. Modi se rend demain à la Knesset et parle de confiance avec Israël, la relation stratégique entre l'Inde et la Russie n'est plus stratégique. C'est purement opérationnel, ou, comme disent les Américains, transactionnel. C'est un changement très très sérieux. Nous avons donc 3 changements, 3 partenaires stratégiques. Que doit la Russie à ses partenaires stratégiques? Est-ce là votre question? La réponse est que, et nous en avons souvent parlé, il y a des centaines d'années, environ 300 ans, de méfiance mutuelle entre la Perse et la Russie, à l'époque où les deux étaient des empires, où les deux étaient instables intérieurement, où leurs armées se combattaient, et ainsi de suite. Cela représente aujourd'hui une grande opportunité pour la Russie de comprendre qu'elle ne doit pas seulement gagner, et qu'elle doit gagner la guerre sur un champ de bataille, le champ de bataille ukrainien, mais qu'elle doit aussi continuer à remporter les guerres plus vastes que les États-Unis, les alliés européens, Israël et d'autres mèneront contre la Russie en mer. C'est la même guerre à laquelle l'Iran est confronté. Comment y faire face ensemble est un problème. Le président Poutine n'est pas encore en mesure de décider ce qu'il faut décider pour protéger la flotte marchande russe en mer. J'ai écrit un livre à ce sujet il y a quelques années, intitulé « Auto-complot ». La réticence du Kremlin à s'engager dans la gestion de la flotte est désormais généralisée, une conséquence regrettable de l'incapacité de la flotte marchande russe à être prête pour ce niveau de sanctions. La marine russe promet d'être prête, mais pas avant 2030. C'est un peu tard. Il existe donc une relation stratégique naturelle entre l'Iran, la Chine et la Corée du Nord en mer, dans le Pacifique Nord, à travers l'Arctique et, pardonnez-moi, dans l'océan Indien. Voyons ce que les Indiens ont à apporter et de quel côté ils se placeront sur ce point. Ainsi, dans la guerre en mer, il existe un avenir dans lequel la Russie devra rendre la pareille à ce que l'Iran a offert. Il faut surmonter, entre le camp iranien et le camp russe, la méfiance mutuelle. Le camp russe, au niveau militaire, au niveau du renseignement, j'en suis sûr, comprend, comme l'avait compris l'ancien ministre des Affaires étrangères, Evgeny Primakov, et comme l'avaient compris d'autres grandes figures russes, malheureusement aujourd'hui disparues, que la Russie tire profit d'une relation sûre, stable et bienveillante avec l'Iran et avec les États arabes. C'est donc un point positif à envisager. Et si la capacité de l'Iran à dissuader une attaque israélo-américaine à long terme se trouvait renforcée par un soutien secret de la Russie en matière de défense aérienne, de commandement et de contrôle et ce genre de choses, et en même temps par un soutien militaire chinois tout aussi secret, jamais évoqué, jamais revendiqué, alors nous serions face à une forme limitée de multipolarité. Ce n'est pas les BRICS, malheureusement, ce n'est pas les BRICS, mais c'est suffisamment solide pour répondre aux nécessités urgentes de la protection de l'Iran. Et que peut-il en découler? Le corridor nord-sud, la route commerciale qui relierait le Pakistan et l'Inde vers le nord, en passant par l'Iran, à travers la mer Caspienne, jusqu'à la Russie et l'Europe. Il s'agit d'un grand corridor commercial que les États-Unis, Israël et, malheureusement, l'Inde également, cherchent à contrer ou à concurrencer. Le camp indien veut parler de l'IMEC, le corridor Inde-Moyen-Orient-Europe,
Les Américains veulent parler du contrôle des détroits Indo-Pacifiques, les détroits de Malacca. Ils veulent réglementer les mouvements de flotte dans le Pacifique, dans l'océan Indien, à travers toutes les mers. Donc j'essaie de ne pas tergiverser. J'essaie de dire que la guerre à venir, celle que nous sommes sur le point de terminer, si possible cette année, se joue sur un seul champ de bataille. Mais nous sommes encore loin de mettre fin à la guerre à long terme, car les soi-disant causes profondes du conflit ne seront jamais reconnues par de petits opportunistes et gangsters comme Witkoff, Kushner et Grunbaum. Ce ne sont que des hommes de main représentant une puissance bien plus grande, une puissance impériale, qui n'a aucune intention de mettre fin à la longue guerre. Contre la Russie, contre vous en Iran, contre la Chine. Ces ennemis resteront, et c'est une guerre de longue haleine. And it's a long war.